Valérie Pécresse, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors on va évidemment parler de cette émission, de votre livre, mais en entremêlant ça avec l'actualité, parce que l'actualité est plus que riche. Ce matin, Édouard Philippe a annoncé un plan d'urgence pour l'hôpital public qui vient s'ajouter à ce qu'on avait appelé dans le gouvernement le pacte de refondation des urgences. Je vous propose d'écouter Édouard Philippe. Nous avons engagé une vaste transformation qui prendra du temps. Si nous voulons qu'elle réussisse, nous devons renforcer les moyens financiers dédiés au secteur hospitalier. Le gouvernement, la majorité, y sont prêts. C'est pourquoi nous allons augmenter le budget de l'assurance maladie d'1,5 milliard d'euros sur les 3 prochaines années pour le secteur hospitalier. Sur ce 1,5 milliard des 3 prochaines années, il y aura 300 millions en plus dès 2020. Je précise, pour éviter tout malentendu, que ces sommes viennent en plus de la trajectoire budgétaire prévue par le gouvernement. Cette augmentation sera donc proposée et, je l'espère, adoptée dès la semaine prochaine dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Alors, est-ce que vous avez le sentiment, Valérie Pécresse, que c'est une réponse juste à ce malaise des personnels hospitaliers qui étaient dans la rue jeudi, qui se mobilisent depuis mars et qui peuvent venir s'ajouter, si vous voulez, à cette mobilisation prévue pour le 5 décembre ? Plus de moyens, plus d'argent, c'est toujours bon à prendre. Et j'ai entendu notamment l'idée d'une prime de 800 € pour les infirmières d'Île-de-France qui ont un mal fou à se loger et qui, malheureusement, pour la plupart, habitent à plus d'1h30 de leur lieu de travail. Donc j'ai entendu, mais ce sont des réponses de court terme. Et je pense que le gouvernement passe à côté de l'occasion de refondre intégralement tout notre système de soins. On a besoin d'une prise en charge qui soit complètement transformée. On le voit bien, si l'hôpital est embolisé, c'est parce qu'en fait, l'hôpital concentre tous les dysfonctionnements de notre système d'accès aux soins. Et moi, je propose qu'on reparte du début. C'est ce que je propose d'ailleurs dans mon livre, c'est qu'on commence par les infirmières. Je pense que si, sous la gouvernance des généralistes, on permettait aux infirmières d'obtenir un diplôme à Bac+5 d'infirmière praticienne et qu'elles pouvaient se mettre à prescrire certaines ordonnances sous le contrôle, là encore, des généralistes, notamment pour toutes les maladies chroniques. Vous savez, nous sommes un pays qui vieillit. Nous sommes un pays où on se soigne bien. Donc le problème, c'est les affections de longue durée. Donc si on pouvait permettre à ces infirmières d'être infirmières praticiennes, ensuite donner aux généralistes qui sont pour la plupart aujourd'hui complètement sous l'eau, noyés sous les actes. Si on pouvait leur donner du qualitatif à faire, être coordonnateur de soins, revaliser leurs actes, on aurait des généralistes qui pourraient... Vous voulez qu'on parte de la base mais je voudrais qu'on... Oui, monte, je veux qu'on refasse toute la chaîne des soins. Les généralistes ne font plus de garde, ils ne font plus de garde parce qu'ils ont trop de malades à voir dans la journée. Donc s'ils ne font plus de garde, les malades vont à l'hôpital. Donc sur tous ces sujets-là, on a besoin d'idées neuves. Moi, j'avais proposé aussi qu'on puisse avoir des infirmières en brigade mobile, en plus des SAMU, parce que le SAMU, c'est les médecins, mais on dérange des médecins parfois pour des enfants qui ont 39 de fièvre. Donc moi, je crois que là il n'y a pas d'idée neuve. Vous dites, au fond, c'est un plan d'urgence pour essayer... C'est un plan d'urgence, on va redonner de calmer des moyens, et d'apaiser. Bien sûr, ça calme et ça apaise. Bien sûr, ça va permettre de mettre de l'huile dans les rouages. Mais la vérité, c'est que le système entier est grippé. Moi, je l'ai dit, la première année de médecine, il va y avoir une réforme qui va être mise en œuvre, mais elle n'est pas suffisante. Si on disait aujourd'hui, on supprime la première année de médecine, et on fait comme le fait aujourd'hui Sciences Po, on sélectionne les étudiants médecins au bac avec un entretien de motivation et de personnalité. Eh bien, je vous assure, on n'aurait pas des plus mauvais médecins, on aurait des meilleurs médecins. Parce qu'on aurait pu sélectionner des jeunes qui ont la vocation médicale, au lieu de leur faire 1 an d'études, 80% de taux d'échec à la fin de la première année, 60 000 jeunes, 12 000 € par an, 600 millions d'euros de gaspillage d'argent public la première année de médecine, sans parler des coûts pour les parents, parce que tout le monde sait bien que les jeunes qui réussissent, c'est ceux qui ont pris des petits cours. Donc, il y a le coût pour les parents, coût humain pour des gamins. Ça veut dire qu'il n'y a pas de créativité. Mais bien évidemment. C'est ça, en fait, ce que j'entends dans ce que vous dites. Tout mon livre est un cri et un appel pour dire, mais soyons créatifs, inventons des solutions neuves, pensons le monde autrement. Cette première année de médecine sacro-sainte qui conduit tant de jeunes brillants à l'échec, est-ce qu'elle est vraiment nécessaire ? 600 millions
coupe pour la poire en deux. 300 millions pour l'hôpital, c'est ce que vient d'annoncer Édouard Philippe. 300 millions pour l'université. Et là, on résout bien des problèmes, Madame Cabana. Alors, lundi prochain, Édouard Philippe doit recevoir les syndicats à Matignon pour essayer d'avoir un ultime dialogue avec eux avant la journée de mobilisation prévue le 5 décembre. Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment à jouer? Est-ce que vous pensez que le danger est aussi fort que ce que craint le gouvernement de cette journée de mobilisation? Moi, je crois que le danger est extrême parce que cette réforme des retraites, elle a été prise par le mauvais bout. Elle a été prise par le mauvais prisme. Le président de la République s'est trompé. Il a été trompé. On lui a dit qu'il n'y aurait... Trompé par qui? Par des économistes qui étaient autour de lui dans sa campagne et qui lui ont dit que pendant son quinquennat, il n'y aurait pas de déficit du régime des retraites. Donc, il n'aurait pas besoin de demander aux Français de travailler plus longtemps. Et là, le rapport du Conseil d'orientation des retraites, qui sera remis officiellement au gouvernement demain, montre que le déficit... Le déficit est là, il est entre 8 et 17 milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que nous avions dit, nous, selon les scénarios, les Cassandres, oui, selon les scénarios de croissance, mais ce que nous avions dit, nous, les Cassandres, un peu raisonnable, mais parce que nous savions que nous vivions plus vieux, et que nous allions donc devoir cotiser plus longtemps, c'est qu'on va devoir travailler plus longtemps. Et donc, en réalité, la réforme du gouvernement, elle est viciée. Parce que si le gouvernement ne dit pas la vérité, ne nous demande pas de travailler plus longtemps, alors, la valeur du point va baisser, les retraites vont baisser. Et donc, toute la confiance dans la réforme que porte Emmanuel Macron sera abîmée. Donc, moi, ce que je pense... Il n'y en a déjà pas beaucoup de confiance, si vous avez vu les derniers sondages. Mais c'est normal. Moi, j'ai été voir Jean-Paul Delevoye qui m'a proposé de venir, donc le haut voir. commissaire chargé de cette réforme. Exactement, haut commissaire chargé de cette réforme et par ailleurs un de mes anciens collègues de gouvernement. Et Jean-Paul a voulu m'expliquer la réforme. Je lui ai dit, comment est-ce que tu peux convaincre des Français que cotiser sur 40 années, ce sera plus favorable que de cotiser sur les 25 meilleurs ou de cotiser sur les 6 derniers mois quand on est dans la fonction publique. Et il m'a dit, c'est pas comme ça qu'il faut calculer. Mais moi, vous savez, quand on commence à me dire c'est pas comme ça qu'il faut calculer et que je ne comprends pas comment ça va se calculer, tout de suite, il y a des règles du jeu qui ont été fixées. Vous voyez, moi j'ai 50 ans, même un peu plus. Ça fait 30 ans que je cotise. Pardon de vous dire, mais est-ce qu'on change les règles du jeu pour des gens qui ont cotisé 30 ans alors qu'ils ont fait des arbitrages? Une femme qui a arrêté de travailler pendant 3 ans pour élever ses enfants, elle a fait un arbitrage. Elle s'est dit, j'aurai une pension de réversion peut-être quand si mon mari meurt et que je deviens veuve. Ou elle s'est dit, oui, je fais ça, mais j'aurai des complémentaires retraite. Si on change les règles du jeu pour des gens qui ont fait des choix, ceux qui ont décidé d'avoir 3 enfants, on va leur enlever leur bonification de 20%. On va leur enlever alors que leurs enfants sont grands. Donc vous dites que ce n'est pas juste. Au fond, cette réforme qui était censée apporter de la justice... C'est injuste de changer les règles du jeu en cours de route. C'est pour ça que je plaide pour que cette réforme, depuis le début, cette réforme à point, elle se fasse pour les nouveaux entrants et qu'en revanche, on ait le courage de dire aux Français la vérité, il va falloir travailler un peu plus longtemps et s'occuper des métiers pénibles, parce que pour eux, on ne pourra pas travailler jusqu'à 65 ans. Alors vous qui avez été ministre de l'Enseignement supérieur dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy, là vous voyez que les étudiants menacent de rejoindre la mobilisation du 5 décembre. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une convergence des luttes, coagulation des colères, ce que vous voulez, mais vous croyez qu'on y est? Ce que je ressens vraiment et de manière très, très violente, parce que je reçois des messages, beaucoup de messages en tant que présidente de région, c'est la montée de la pauvreté et de la précarité. Et cette montée de la pauvreté et de la précarité, y compris dans les classes moyennes, où de plus en plus de ménages comptent à l'euro près. Et ça peut toucher les étudiants. Et vraiment, on le voit. Oui. Et ça touche évidemment les familles, donc les jeunes, oui. Avec une question lancinante qui est celle du coût du logement. On n'en a pas parlé pour les infirmières, mais nous, on a un programme à la région Île-de-France de construire 11 000 logements pour les infirmières et les aides-soignantes pour qu'elles puissent habiter près de là où elles travaillent. Et j'ai aussi une proposition un peu iconoclaste. Moi, je crois que les logements sociaux dans une ville, ils devraient être attribués en priorité aux travailleurs pauvres et aux étudiants de la ville. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on déménage des familles entières pour remplir des quotas de logements sociaux. Et en réalité, ce n'est pas les travailleurs pauvres qui ont en premier les logements. Or, aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de mal avec les petits salaires pour boucler les fins de mois. Alors maintenant, j'aimerais vous entendre sur la déclaration d'amour d'Emmanuel Macron au maire de France. Vous avez vu, là, il a mis tout ce qu'il avait dans cette affaire, le président de la République. Et il a particulièrement insisté, au-delà de l'amour qu'il avait pour les maires devant lui, sur le régalien, en soulignant les fractures de la France. On l'écoute. Trop de fractures. C'est le principal constat qui a émergé
du grand débat national. Fracture territoriale, fracture numérique, sociale, identitaire, culturelle aussi. Trop de fractures. Jamais je ne me résoudrai à ce que la France, la nation, se réduise à un archipel. Alors vous, Valérie Pécresse, le régalien, c'est un terrain que vous avez investi. C'est-à-dire qu'on vous a... Voilà, on ne peut pas être président de la région Île-de-France sans s'intéresser à ces questions, forcément. Mais on ne peut pas avoir de grandes ambitions au-delà de l'Île-de-France sans s'intéresser à ces questions. Absolument, mais au-delà de ça, la région Île-de-France, c'est la région qui est confrontée au plus de violence, au plus de délinquance et évidemment à ces quartiers ghettos qui sont les plus pauvres de France et qui cumulent chômage de masse, communautarisme, délinquance et maintenant aussi radicalisation. Donc évidemment, ça me conduit à être très ferme sur les valeurs d'autorité et de laïcité, parce que je crois que la République ne peut pas reculer dans ces centaines de quartiers de ma région, mais de toute la France, qui sont aujourd'hui soumis parfois à la guerre des bandes et parfois à la bataille des imams. Mais vous avez le sentiment que le président de la République, ça, c'est une question désormais qu'il prend à bras-le-corps, vraiment, ou alors... J'ai le sentiment qu'il y a une prise de conscience progressive, mais, pardon de le dire, le président de la République fait encore l'autruche. Je l'ai entendu dire... Sur les lois contre les listes communautaires, par exemple, il a dit non. Vous avez vu, il a dit on confond la laïcité, la civilité et l'ordre public. Voilà. C'est ça qu'il a répondu Emmanuel Macron sur cette question. Je crois qu'effectivement, la question des listes communautaires est une question complexe. Je crois que rien n'est simple. Je vous donne un exemple. Il y a un candidat qui est en passe de gagner une grande ville d'Île-de-France, Goussainville. Et ce candidat a été interrogé par un journal qui lui a demandé de parler de sa liste. Il a dit « mais ma liste, elle n'est pas du tout communautaire. Elle ressemble à ma ville. Dans ma liste, je le cite, il y aura des Français, des Noirs, des Arabes et des Turcs. Donc elle n'est pas du tout communautaire, il y aura de tout. » Eh bien écoutez, cette phrase, c'est le visage, le masque du communautarisme qu'on enlève. Voilà, le plus absolu. Pardon, excusez-moi, mais sur cette liste, il n'y aura que des Français. Il n'y aura que des Français, parce que c'est une liste municipale et que pour être élu au municipal, eh bien, il faut être citoyen français ou citoyen européen. Donc il n'y aura pas des Turcs, des Noirs, mais d'où des la Arabes. très grande difficulté de porter une proposition de loi sur cette question. Alors, moi, je pense... Parce que vous avez Xavier Bertrand et Bruno Retailleau qui souhaitent en passer par là. Je crois qu'effectivement, les listes communautaires telles qu'on les a connues aux européennes, c'est-à-dire une liste qui se réclame d'un parti étranger ou d'une seule communauté, par exemple communauté turque, par exemple frères musulmans, ça, nous ne l'aurons pas telle quelle dans nos municipales. Donc c'est plus compliqué que ça. Mais en revanche, ce que nous aurons, c'est des listes sur lesquelles il y aura peut-être des individus dangereux. Et moi, ce que je propose, y compris dans mon livre, c'est qu'on ne puisse pas, quand on est fiché sur le fichier antiterroriste, se présenter à une élection municipale. Vous écrivez, page 314, le risque existe que des maires radicalisés puissent se faire élire dans certaines grandes villes. J'en connais dans ma région. Absolument. Vous dire. Les maires incarnent la République dans leur commune, ils ont des pouvoirs de police, ils participent à l'élection de sénateurs. Il est plus que temps de voter une loi pour rendre inéligible de tels candidats. Mais absolument. Moi, je suis aujourd'hui, je vous le dis, parce qu'il faut regarder la réalité en face, aujourd'hui, dans ma région, il y a des maires proches des frères musulmans, des candidats proches des frères musulmans. Qui voudraient devenir maires. Qui sont en position d'être élus maires de grandes villes. Et quand je dis de grandes villes, c'est des villes de plus de dizaines de milliers d'habitants. Donc le sujet aujourd'hui, il est posé. Et moi, je pense que c'est pas normal que quand on est policier dans une ville, on puisse pas se présenter à l'élection, et que quand on est fiché, radicalisé, évidemment, tout ça sous le contrôle du juge qui vérifierait la réalité de ce qui est reproché à ces personnes. Mais quand on est inscrit sur un fichier antiterroriste, quand on est radicalisé, on ne doit pas pouvoir se présenter à une élection municipale. Un maire a des pouvoirs de police dans sa ville. Un maire a des pouvoirs d'état civil. Un maire a des pouvoirs de décider de toute l'organisation des services publics. On ne peut pas réagir après coup. Quand j'entends le ministre Lecornu dire « laissons-les élire et nous les jugerons sur leurs actes ». Vous entendez la démission. C'est de l'inconséquence. Mais c'est une démission face à une responsabilité. Et c'est maintenant qu'on peut réagir. Parce que maintenant, effectivement, il n'y en a pas. Mais demain, il y en aura peut-être.
Alors vous faites aussi de l'immigration un de vos chevaux de bataille, vous l'assumez complètement, proposez donc des mesures musclées, les quotas d'immigration par métier, le refus du droit du sol pour les enfants nés à l'étranger, la fin de de parents clandestins, pardon, oui, excusez-moi. Oui, pardon, oui. Merci de votre précision, de plus d'acquisition automatique de la nationalité française, et vous expliquez, page 270, je ne connaissais pas les chiffres exacts de l'ampleur de l'immigration jusqu'au jour où, en 2010, lisant Fracture française de Christophe Gully, je me suis tombée sur ce chiffre. 45% des naissances en Île-de-France sont le fait de parents issus de l'immigration, contre 25% en moyenne en France. Un chiffre choc est pourtant méconnu, dites-vous. Depuis, le phénomène s'est amplifié puisque l'enquête de l'INSEE 2016, vous êtes très précise dans vos références. Parce que ces chiffres parce que vous savez vont être vérifiés. Et d'ailleurs, ils l'ont déjà été. Et ils l'ont été. Donc, cette enquête de l'INSEE 2016 indique que 53% des enfants nés dans ma région, dites-vous, seraient issus des migrations. Voilà. C'est une politique que vous êtes prête à assumer puisque vous... Non, mais ce que je dis, c'est simple. Oui. Si on veut bien accueillir, si on veut faire de tous ces enfants des petits Français, comme nous, nos compatriotes, eh bien, il faut limiter les flux à venir, parce que le travail d'intégration est énorme, et puis il faut se réapproprier ce concept. Aujourd'hui, plus personne n'ose parler d'intégration. Ce mot est parti, tombé à la trappe. Alors, je ne vous parle même pas du mot assimilation, qui était connoté évidemment avec le colonialisme, avec l'esclavage. On n'a plus le droit de l'employer. Non, mais il était connoté parce qu'il voulait dire qu'on coupait les racines. Mais l'intégration, ce mot, on ne l'emploie plus. Le président de la République, il parle de quoi? D'intégration? Jamais. Il dit « luttons contre le communautarisme ». On est en défense, on n'a même pas un concept positif. Alors les Québécois, j'ai été regarder ce qu'ils faisaient, les Québécois sont beaucoup plus allants que nous. Eux, ils disent qu'il faut un parcours de francisation. Alors c'est normal, parce qu'au Québec, qui est un grand pays d'immigration, le Canada, si on n'apprend pas le français tout petit aux migrants, eh bien évidemment, ils parleront tous l'anglais. Donc pour eux, c'est une question de survie. Mais cette notion de francité, Madame Cabana, cette notion de patriotisme, cette notion de nation... Ça, il faut les assumer. Mais il faut les assumer. Et qu'est-ce qu'on a à proposer comme idéal à tous ces enfants qui viennent du monde entier, qui sont nos compatriotes, qui n'ont pas forcément la même religion que vous, ou la même religion que nous, mais qui seront demain français. Donc c'est quoi être français? Et moi je crois que vraiment on a tout un travail à faire là-dessus et que si on ne fait pas ce travail d'intégration au sens très fort du terme, je veux dire, on va vers une crise sociale énorme et les fractures sociales, c'est ça les fractures. C'est un travail sur l'identité. En fait, c'est pas un gros mot l'identité. C'est un mot que Nicolas Sarkozy avait employé. On se souvient ça avait donné lieu à une grosse polémique, mais c'est un travail sur l'identité, c'est un travail sur l'éducation, c'est un travail sur nos valeurs, c'est un travail sur ce qu'on veut défendre. La laïcité dans ce contexte-là devient un ciment. Parce que la laïcité, c'est la neutralité, c'est le droit de croire ou de ne pas croire, d'avoir la religion qu'on veut. C'est les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et c'est dire à toutes les religions de France, vous devez respecter d'abord la loi de la République. Et ça, si on dit à chaque enfant né en France, il n'y a pas de loi du pays d'origine, il n'y a pas de loi de la religion, il n'y a pas de loi du quartier, il n'y a qu'une seule loi, c'est la loi de la République, et il faut la respecter. Malheureusement, dans mon livre, je donne quelques exemples pour montrer qu'on n'a pas toujours ce courage-là. Ce courage de faire respecter les lois de la République, et j'en donne un certain nombre d'exemples. Un seul, mariage religieux, mariage civil. Vous savez que si vous vous mariez religieusement à l'église ou à la synagogue, eh bien vous aurez un mariage civil obligatoire. Il y a des imams, y compris maintenant sur Internet, qui font des mariages religieux sans mariage civil. Et ça veut dire quoi? Possibilité de répudiation des femmes, possibilité de polygamie, et ça veut dire qu'on ne s'inscrit pas dans les lois de la République. Donc vous voyez qu'il y a des choses comme ça sur lesquelles le laxisme et le recul de la République est inexcusable et inexplicable. Mais alors c'est intéressant parce qu'en fait, dans la bouche d'une femme, au fond, ça passe mieux que dans la bouche d'un homme. Quand on entend, je veux dire, la fermeté que vous avez sur les questions régaliennes et sur les questions de communautarisme, etc., au fond, dans votre bouche, passe mieux que quand on l'entend dans la bouche d'Éric Ciotti, pour ne citer que lui. Écoutez, je ne sais pas, mais ce qui est vrai aussi, c'est que j'y mets beaucoup de cœur et beaucoup de social. C'est un avantage. Quand je prends à bras-le-corps le sujet du décrochage scolaire, nous avons 100 000 enfants victimes de décrochage scolaire. Est-ce que vous pensez vraiment que ce n'est pas une bombe à retardement pour la France? J'ai demandé le fichier des décrocheurs scolaires à l'Éducation nationale parce que nous ouvrions tous, toutes les régions, puisqu'on est compétentes, des écoles de la deuxième chance vides. Nous ouvrons des missions locales à moitié vides. Et le sujet, c'est comment est-ce qu'on les touche.
tout simplement avec leur nom et leur adresse. Et alors, vous l'avez eu, le fichier ? Du coup, Madame Belkacem n'avait pas voulu me le donner, parce que j'étais de droite, j'imagine. Bon. Et Monsieur Et Blanquer ? Monsieur Blanquer me l'a donné. Du coup, on les a fait appeler. On les a appelés un par un. On en a la moitié qui ont décroché. Et cette moitié, on a pu leur proposer quelque chose. Et le préfet de région a dit qu'on était région pilote. Donc, si vous voulez, je crois qu'on y met aussi beaucoup de cœur. Parce que le sujet, c'est que ces petits Français, ils doivent aussi réussir dans la vie. Ces petits Français, la France doit être pour eux un espoir. Comme on a un rêve américain, on doit avoir un rêve français. Alors, un petit mot sur les femmes, Valérie Pécresse, dans votre livre. Vous avez de très beaux passages sur ce sujet. Vous écrivez notamment, dès qu'il s'agit d'accéder à un véritable lieu de pouvoir, une femme doit être 2 fois plus vigilante, 2 fois plus compétente, et une femme de droite 4 fois plus. Ça reste vrai ? Moi, j'ai des tas d'exemples. Souvenez-vous, Nathalie Kosciusko-Morizet et le ticket de métro. Elle ne connaissait pas le prix du ticket de métro. Mais il se trouve que mon adversaire, Jean-Paul Huchon, qui était le président de la région avant moi, qui était en charge de fixer le prix du ticket de métro, comme je le suis aujourd'hui, ne le connaissait pas davantage. Oui. D'accord, mais lui, c'était un homme, et en plus un homme de gauche. Donc forcément, quelqu'un qui était en prise avec le réel et la souffrance des gens. Et donc lui, on ne le lui a pas reproché, alors que Nathalie, elle, était forcément décalée, et forcément une femme de droite, vous comprenez. Donc discréditée de ce fait. Donc moi, je crois qu'effectivement, il y a un double regard, un double discours. Alors il y en a une quand même, qui échappe complètement au regard critique. Et ça, c'est inexplicable à mes yeux, c'est Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle peut dire n'importe quelle énormité, personne ne relève. Exemple, le SMIC horaire à 36 €. C'est peut-être parce qu'elle n'est regardée ni comme un homme ni comme une femme, au fond. C'est-à-dire que dans le petit microcosme des commentateurs... C'est parce qu'on ne lui demande pas, on n'a pas vis-à-vis d'elle le même degré d'exigence qu'on a vis-à-vis d'un parti de gouvernement. Donc elle peut dire ce qu'elle... Excusez-moi, elle est censée porter les aspirations du peuple de France, porter les aspirations des plus pauvres d'entre nous avec un SMIC à 36 €. Moi, je suis désolée de vous dire, si j'avais dit cette phrase, je pense que j'aurais quitté la politique depuis. Alors, il n'y a pas si longtemps, le 11 octobre, Nicolas Sarkozy vous a remis la Légion d'honneur et il vous a encouragé. Lâche-toi Valérie, sois toi-même et les Français te suivront. Ce livre, vous l'avez écrit aussi pour vous lâcher, parce que clairement, c'est un livre où vous lâchez. C'est-à-dire que vous êtes plus cash que jamais, vous vous dévoilez, c'est-à-dire que vous donnez à voir ce que vous êtes. Et c'est pas rien quand on a les ambitions que vous avez. Écoutez, vous me connaissez, vous savez que j'ai passé 15 ans à me mettre une carapace épaisse d'1 mètre. Parfois plus, pour me protéger et contre la curiosité des journalistes et celle du public. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que, et je le raconte dans mon livre, Dominique de Villepin m'avait mise en garde, il m'avait dit « il n'y a pas de femme normale en politique ». C'est un passage génial. Il n'y a que des névrosés, et de toutes les façons, vous allez y laisser votre famille, vous allez y laisser votre mari, vous allez y laisser vos enfants. Et d'ailleurs, ça a failli se faire, et c'est ce que je raconte dans mon livre aussi. À présent, j'accueille Nicolas Domnac qui vient mettre son grain de sel. Nicolas Domnac, vous venez, vous êtes le seul homme sur ce plateau, mais on est content de vous avoir. Eh oui, moi je suis content de vous parler aussi et de lire votre livre, ça va passionner. Alors pour beaucoup de choses, mais aussi effectivement, comme vous l'avez évoqué là sur la fin, par le fait qu'on y découvre, pour ceux qui ne vous connaissaient pas, comme on découvre une femme de droite et féministe. Alors, c'est un spécimen assez rare, c'est pas la majorité, c'est comme les poissons volants, c'est pas la majorité du genre, mais effectivement, c'est intéressant. Vous avez évoqué cette phrase de Villepin, alors donc, effectivement, Villepin vous donne le choix, soit de ne pas faire de carrière, soit d'être une névrosée, c'est simple. Vous avez quand même choisi de faire carrière. Mais je me suis protégée, du coup, beaucoup. Voilà. Beaucoup, et j'ai voulu mettre en avant d'abord ma compétence et d'abord mes actes, et certainement pas la femme, parce que j'avais peur qu'on m'attaque dessus, qu'on m'attaque sur ma faiblesse, sur ce que j'aimais. Est-ce que vous croyez que le pays est prêt à porter une femme à la présidence de la République Non seulement je le crois. Royal a essayé, ça n'a pas marché. Monsieur Domenech, non seulement je le crois, mais je pense qu'on est en train de partir tout droit vers une présidence Le Pen aujourd'hui. On est en train d'y partir tout droit, faute de réformes suffisamment mûries, suffisamment humaines, faute aussi peut-être d'expérience du côté du gouvernement. J'essaye de théoriser ce que c'est qu'une réforme réussie. Et je crois qu'avec Nicolas Sarkozy, nous avions un vrai théoricien de la réforme. Et j'en ai tiré des leçons. Pour moi, la réforme, c'est un élastique. C'est un élastique qu'on doit tendre et jusqu'à ce qu'il ne craque pas.
C'est-à-dire, s'il craque, c'est terminé. Donc il faut le tendre et ensuite il faut planter son piolet, comme des alpinistes. On plante un piolet, on fait une première réforme. Et à partir de là, il y a un effet de cliquet. La première réforme est faite. On peut retendre l'élastique et en refaire une autre. Je ne crois pas à la réforme cathédrale. La dernière réforme cathédrale qui a été faite, c'est la réforme de la Constitution européenne. Elle était magnifique, elle était superbe, faite par Valéry Giscard d'Estaing et elle a conduit à un référendum pour le non. Coalition des noms. Et ce qui est en train de se passer avec le système des retraites à points, c'est la même chose. C'est une réforme qui, en théorie, est parfaite. Elle est très belle. Sauf qu'elle touche tellement de gens et elle aura tellement d'effets sur tellement de personnes qu'en réalité, je pense qu'elle va planter. J'étais encore sur la présidentielle, vous avez dérivé sur la réforme, mais juste, vous n'allez pas esquiver quand même une question qui reste parmi d'autres en suspens, c'est qu'on est en train de vous fourguer François Baroin comme ça, veut dire comme un candidat naturel, voilà, le héros de la droite. Écoutez, je ne suis pas certain d'ailleurs qu'il y ait un candidat naturel. Des Républicains sûrement, mais de la droite, non. Parce que je crois que les Républicains sont malheureusement encore ancrés dans une France qui est une France conservatrice, une France qui n'est pas complètement ancrée dans le monde contemporain. Vous parlez tout à l'heure des listes communautaires. Cette question des listes communautaires, elle est lancinante et elle se pose à ces municipales-là. J'ai entendu dire qu'elle ne se posait pas. Si, bien sûr. Et c'est maintenant qu'on peut agir. Et ce regard très lucide que je porte sur l'état de la société française et notamment sur la question de l'intégration, c'est un regard qui se projette dans la France de demain. Eh bien, merci Nicolas, merci Valérie Pécresse. Je rappelle le titre de votre livre d'entretien, et c'est cela qui change à tout. Ça paraît donc chez Robert Laffont. Nicolas, je vous garde avec moi dans quelques instants, l'historien Fabrice d'Almeida, toujours.